Monsieur le Président, chers collègues présents ici ou présents derrière leurs écrans, soyez tous salués. Nous voici donc réunis pour ce qui est peut-être la dernière session de notre mandat. La première depuis la mi-décembre. 4 mois. Quelle vacuité. On bat les records, me semble-t-il. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de se réunir pour le plaisir, mais cette période si compliquée et si particulière aurait dû exiger l'intensification de nos efforts, l'intensification des travaux de l'Assemblée. On a fait le contraire. L'action du Conseil régional ne peut se réduire à la seule action de son président, à moins que cette absence de travaux du Conseil régional ne se justifie que par la volonté de mettre en scène l'action d'un homme seul, en vue de lui construire, bien tardivement, une stature dans la perspective des élections à venir. À moins bien sûr que cette absence de session, depuis décembre, ne soit justifiée par l'intention de ne pas étaler, voire de dissimuler des conflits internes à la majorité. Alors, vous avez compris, c'est raté, hein ? On l'a entendu dans les discours tout à l'heure. Faute de débat en session, les dissensions se sont étalées dans la presse et nous avons pu assister à l'explosion de la majorité, les uns et les autres multipliant les mots acerbes. Les Bretonnes et les Bretons n'y comprennent plus rien. Comment une telle animosité peut-elle naître entre des gens qui ont fait campagne ensemble depuis des années, qui ont voté ensemble, qui ont fait assaut d'amabilité à la tribune? Il devait y avoir beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Non seulement vous vous chamaillez, mais en plus, vous avez voté la même chose aux élections présidentielles, puisqu'on a appris qu'avec Thierry Burlot, vous avez chacun voté dès le premier tour pour Emmanuel Macron, ce qui a dû surprendre un certain nombre de militants de gauche, d'ailleurs, j'imagine. Tout ça aurait dû vous rassembler, tout ça vous a divisé. Comprenez bien qu'on y perd son breton. Alors pour ma part, moi les choses sont claires, moi je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour des élections présidentielles. Seules les stratégies nationales et les écuries justifient cette dissension qui a des bases essentiellement parisiennes et dont les Bretonnes et les Bretons sont les victimes. Tout ça se passe à un moment de pandémie. Notre pays est atteint. On a loupé l'épisode des masques. On est en train de louper l'épisode des vaccins. Chacun sait que les Israéliens, les Anglais, les Américains sont avant nous. Mais il faut également savoir que les Chiliens sont au niveau des Anglais. Il faut également savoir que les Serbes ou les Hongrois sont bien avant nous. Et il faut savoir également que le Royaume du Maroc ou la Turquie, aujourd'hui, ont vacciné plus de leurs habitants, proportionnellement à leur population, que nous-mêmes. La hiérarchie des nations est en train d'évoluer très vite à notre détriment. Et pendant ce temps-là, vous, les majorités régionales, vous livrez à des chicayas évidemment incompréhensibles pour les restaurateurs, les professionnels du spectacle, les cafetiers, les gérants de salles de sport. Nous aurions pu prendre des initiatives sur cette question de la pandémie, nous vous l'avons dit à plusieurs reprises, Monsieur le Président. On n'a même pas eu le courage d'auditionner l'ARS pour faire à chaque session un point régulier de la situation sanitaire de notre pays. Alors vous vous posez maintenant en expérimentateur du déconfinement. Si vous aviez été plus proactif avant, vous auriez été plus crédible sur cette demande. Alors beaucoup de choses manquent dans cette session. Je dois dire l'essentiel. L'essentiel, la grande affaire, c'est le contrat de plan. C'est un traité entre la Bretagne et Paris. Et ce traité, nous ne l'avons pas préparé. Nous sommes restés l'arme au pied. Pour gagner cette bataille essentielle du contrat de plan, il fallait un projet clair, simple. Première étape. Deuxième étape, il faut rassembler autour de ce projet. Vous ne l'avez pas fait. Troisième étape, il faut créer le rapport de force avec Paris. Vous ne l'avez pas fait. Dès le départ, on n'a pas su ce que vous vouliez. L'État savait, lui, ce qu'il voulait faire. Nous, notre souci, c'est de mettre sur la table un certain nombre de sujets majeurs sur cette question, et en particulier le désenclavement ferroviaire de Brest et de Quimper, qui a été oublié. Vous n'avez pas su non plus, au cours de cette session, écouter les pêcheurs, qui vous demandaient une simple audience, non pas simplement pour critiquer et mettre en cause, qui est une menace considérable pour eux, c'est-à-dire les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc, mais aussi pour évoquer un projet alternatif qu'ils ont, celui de la houle, de l'énergie de la houle, qui peut nous permettre une production d'électricité majeure. Ça là même, vous ne voulez pas les écouter. Et nous souhaitions, ils souhaitaient, qu'ils soient écoutés, non pas simplement par vous, mais par nous tous en session. On attendait également à cette session
la Convention État-région sur les langues régionales. Nous étions 5000 à Quimper il y a de cela quelques semaines. Vous y étiez, j'y étais, d'autres y étaient. Ça n'a pas avancé. Pourtant, vous entretenez des relations, je crois, de grande complicité avec notre actuel recteur, qui écrit dans votre propre livre de campagne, qui, curieusement, se livre à ce genre de choses pour un haut fonctionnaire d'État. Aucune avance là-dessus. En matière de langue, nous avons par contre progressé sur un sujet majeur. C'était hier. Nous le devons à l'action de beaucoup, et en particulier à l'action de notre ami Paul Molac. En 2008, j'avais eu l'honneur de porter l'amendement qui nous a permis d'inscrire les langues régionales dans la Constitution, à l'article 75-1. Ce fut une étape. Cette étape, à l'évidence, elle devait être suivie d'autres. Ça a attendu peut-être trop longtemps. Mais maintenant, c'est le cas. C'est le cas par un combat qui a été frontal avec le ministre. Il faut le savoir. Je le dis à nos amis d'En Marche. Le ministre s'est opposé de front aux deux avancées majeures, l'immersion, et non pas l'inclusion, Monsieur le Président, l'immersion, et également il s'est opposé de front au financement. Curieusement, Paul Molac s'en souvient, curieusement, et je le dis aussi à Thierry Burlot qui doit nous écouter, ses amis du MoDem nous ont combattus dans cette affaire, ou tout au moins certains d'entre eux. Je me réjouis sur cette affaire que nous ayons été tous unis députés bretons. C'est une bonne chose. Je me réjouis également en termes politiques que ma famille politique, les Républicains, a à l'unanimité voté ce texte. J'ai porté la parole de mon groupe politique sur cette question. Et d'ailleurs, ce texte venait du Sénat où nous sommes majoritaires. Pour autant, le débat n'est pas clos, loin de là. Il reste le tilde, irritant. Certains engagements avaient pourtant été pris, y compris dans cet hémicycle, par des grandes autorités de l'État. Et puis, il reste aussi la Charte européenne des langues régionales qui, j'espère, aboutira un jour. En tout cas, je tenais ici à remercier les uns et les autres. Ce remerciement est collectif, mais il se trouve qu'à un moment donné, il s'incarne. Et l'amour maat Pollo. L'amour bad veus wie orvro. L'amour mad peus ga tout un dut, tout un député. Zezo cause peus gonet. Ce qui veut dire, vous avez bien travaillé, mon cher Paul. Vous avez travaillé pour le pays, vous avez travaillé pour nos langues, vous avez travaillé avec tout le monde, tous les députés. Zézokos peus gonet, c'est pour cela que vous avez gagné. C'est ainsi que nous aurions dû travailler depuis bien longtemps, sur d'autres sujets. Le contrat de plan aurait d'ailleurs été l'occasion. On aurait pu également traiter à l'occasion de cette session les questions des produits phytosanitaires. On a travaillé, Stéphane de Salier-du-Pin a travaillé sur cette question, dans le groupe animé par Thierry Burlot, et puis plus rien, plus rien. Est-ce qu'on veut dissimuler un sujet parce qu'il peut gêner à l'occasion de la campagne? Ou est-ce qu'on n'a pas vraiment travaillé? Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu aborder également la question agricole et en particulier les questions des négociations commerciales. Vous savez qu'elles s'achèvent traditionnellement à la fin février, entre la grande distribution et ses fournisseurs. Elles ont été catastrophiques. Certains nous promettaient que tout allait être résolu grâce à la loi Egalim. J'entends encore votre vice-président, est-il encore vice-président? Enfin, il n'est pas là. Sur les questions agricoles, Olivier Alain nous dire que ça allait tout résoudre. Non, c'est la pire négociation qu'on ait jamais eue. La pire négociation pour les fournisseurs. Et puis j'espère qu'on va travailler sur l'écotaxe. Nous avons un vœu, j'espère qu'il aboutira. C'est important que la Bretagne le dise à l'unanimité. Nous ne voulons pas de l'écotaxe, comme nous n'avons pas voulu, à l'époque des bonnets rouges, de l'écotaxe. Je m'étais battu à l'époque, aussi bien au Parlement que lors des grandes manifestations à Quimper et à Carhaix qui avaient rassemblé tant de Bretons. Alors, parmi les rapports dont nous allons débattre, il y a le rapport sur la jeunesse. Ce rapport est nécessaire, nous le trouvons faible, trop faible. Et c'est le cas depuis un certain temps. On a l'impression que vous avez loupé la marche, vous voulez vous rattraper, vous n'y parvenez pas. On n'a même pas la présence de Bernard Poliquin, qui est normalement l'homme de l'université, l'homme des étudiants,
Et les étudiants, ils souffrent énormément. Mettez-vous à la place de jeunes, en première ou en deuxième année. Il n'a pas vu de ses camarades, il ne les connaît pas. Il n'aura jamais eu de contact physique ou pratiquement avec ses professeurs, ses enseignants, ses responsables éducatifs. Comprenez qu'il soit un peu désespéré. Et votre rapport est faible. Je prends un exemple. Vous nous proposez de financer la réalisation d'une étude préalable à la mise en place d'une plateforme régionale qui serait une entrée unique téléphonique et numérique sur l'accueil et l'écoute des jeunes. Tout ça pour nous dire aboutir à un numéro vert avec des incertitudes, des perspectives, des études préalables. Enfin, on est dans l'urgence, Monsieur le Président, on est dans l'urgence. Et tout cela n'est pas satisfaisant, c'est pour ça que nous proposerons des amendements avec Agnès Lebrun et que nous voulons que les choses soient très concrètes, peut-être coûteuses. En particulier, nous proposons la gratuité des transports pour tous les jeunes de moins de 30 ans, jeunes travailleurs, jeunes étudiants. Il faut donner un signe à cette génération qui se sent oubliée. Puis des oublis aussi. Je pense aux satellites qui sont dans la mouvance du Conseil régional. Il y a une étude de la Chambre régionale des comptes qui est pertinente et qui, avec des mots choisis, comme on sait le faire dans ces instances, nous explique que les satellites sont bien souvent des fromages pour les amis, avec des salaires plus élevés que nos cadres supérieurs. Ceci n'est pas satisfaisant, il faut prendre des mesures, il faut aller plus loin, c'est ce que nous attendons de vous, on attend encore. Alors mes chers collègues, la vraie menace, elle est pour demain. Vous nous préparez une alliance à la rennaise. D'ailleurs, Rennes a toujours donné le là dans le domaine de la gauche dans cette région. Une alliance à la rennaise avec les écologistes. Alors réfléchissez bien avant d'aller vers cette alliance, parce que vous risquez d'abandonner beaucoup de choses. Vous risquez d'abandonner le Tour de France. Vous risquez d'abandonner les aéroclubs. Regardez ce qui se passe à Poitiers. Vous risquez de menacer l'usine Bridor. Nous vous soutenons sur l'usine Bridor, monsieur l'élu ou l'ex-élu de l'IFRE. Vous risquez de menacer même les projets GAD à Lampol. Je salue ce qui est intervenu. C'est très significatif. Pourquoi la Cooperl s'investit-elle chez GAD à Lampol? Et je parle sous le contrôle de gens qui connaissent parfaitement les lieux. Pourquoi s'investit-elle? Parce que dans un rayon de 60 km, il y a 3 millions de cochons. Il y a donc la matière première à l'activité. Parce qu'il y a des élevages, et des élevages, osons les qualifier, des élevages intensifs, des élevages performants. Eh bien, c'est grâce à cela qu'il y a ça. Je me rappelle au début de mandat, l'agroalimentaire était montré du doigt. Et puis on est bien content de les retrouver pour sauver la mise. Jean-Yves Le Drian avait au moins une grande qualité. Il a épargné à la Bretagne une quelconque alliance avec les écolos. Et ça, c'est important, parce qu'il ne s'agit absolument pas de mettre la Bretagne sous cloche. Cette menace, elle existe chez vous, Monsieur le Président, pour des raisons tactiques. Elle existe aussi chez vos concurrents, Thierry Burlot et autres, qui, depuis le début, se sont appropriés la logorée environnementale avec le COP Braze, avec le SRADET, avec autant d'éléments qui ont pour effet de figer les choses. Nous, ce que nous voulons, c'est une Bretagne première, une Bretagne qui, au niveau agricole, continue à tenir face à la Flandre, face aux Pays-Bas, face au Danemark, face aux régions les plus performantes d'Europe. Une Bretagne qui crée de l'activité, où l'on puisse circuler, où l'on puisse se distraire, où l'on puisse travailler, où on ne soit pas embêté en permanence par de pseudo-règles morales qui figent les choses et nous ramènent à d'autres époques. Il est temps de retrouver le chemin de l'espérance, de la liberté d'entreprendre, de la liberté de travailler. Il est temps de retrouver le temps de la valorisation du travail et de l'initiative. Ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs portées par les Bretonnes et les Bretons, portées par nos cultures galaises et bretonnantes. C'est pour cela que nous ne voulons pas que des alliances nationales de circonstances pénalisent notre rêve breton. Voilà l'enjeu des semaines à venir.